démarrer. Je pense qu'on aura plus de connexion à cette heure-ci. Donc, merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire qui est organisé dans le cadre des journées de la sécurité routière au travail. Alors, avant de commencer, je voudrais vous faire une petite précision technique pour le bon déroulement du webinaire. Si vous avez des questions à poser, vous avez en bas dans le menu une petite fenêtre Q et R en fait, qui vous permet de poser des questions. L'espace chat, donc discussion, lui, est désactivé. Donc, pour vos questions, privilégiez cette petite fenêtre. En fin de webinaire, on aura un temps d'échange qui sera consacré justement à la réponse des questions, mais vous pouvez poser vos questions pendant le webinaire, puisqu'on a une personne, donc Cyril Marco, qui est ergonome au SAT Durance Luberon, qui se chargera éventuellement de répondre pendant le webinaire si il le peut, sinon les questions seront traitées à la fin du webinaire oralement. Donc, aussi une autre petite précision, juste pour vous rassurer, vous aurez le support ainsi que le replay du webinaire qui sera disponible sur le site Présence PACA Corse d'ici quelques jours dans la rubrique Agenda. Voilà. On peut passer à la slide. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est proposé par le réseau Présence PACA Corse. Donc, c'est un réseau qui regroupe 16 services de santé au travail de PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de ces services sur le site présence-pacacorse.org dans la rubrique Le réseau. Et le webinaire du jour a été réalisé par les services de santé au travail AISMT 13, Expertise et SAT Durance Luberon. Alors, je vais laisser les intervenantes se présenter. Juste une précision, moi je suis Cécile Thioni, je suis la chargée de communication pour Présence PACA Corse. Et du coup, je laisse la parole à Chloé et Agnès pour se présenter. Elles vont animer le webinaire du jour. Bonjour à tous, donc pour ma part c'est Chloé Brault, je travaille à la ISMT 13 et je suis technicienne de prévention dans le pôle prévention et je m'occupe particulièrement du risque routier et puis tout ce qui est document unique, donc je serai là aujourd'hui pour faire la présentation sur les nouveaux moyens de déplacement. Bonjour à tous, du coup moi c'est Agnès Donat, comme Chloé, donc je suis technicienne en prévention des risques, donc moi je travaille pour le service santé de travail Expertise, qui est basé à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Peut-être juste Cyril aussi, si tu peux te présenter brièvement. Alors oui, donc moi c'est Cyril Marco, je suis ergonome intervenant en prévention des risques professionnels au sein du service de santé au travail Durance Luberon depuis 7 ans aujourd'hui. Donc, on va continuer. Donc, au niveau du sommaire de ce webinaire, on va commencer par une partie assez pratique sur la définition de ces nouveaux moyens de déplacement personnel avec un petit historique. Ensuite, on fera un point sur la place qu'ils peuvent occuper dans l'espace public au niveau de la circulation en milieu urbain et interurbain. Ensuite, on verra la prévention des risques avec quelques bonnes pratiques et un focus sur l'accidentologie. Et on terminera par les droits et devoirs de chacun avec un rappel du code de la route et aussi en matière d'assurance. Donc, pour démarrer sur la première partie, je vais laisser la parole à Annie. Très bien, du coup, on commence par cette première partie. Donc, de quoi parle-t-on ? Alors, pour commencer, on va vous proposer un petit sondage. Vous allez voir apparaître sur votre écran une question qui va vous permettre de répondre en direct pour un petit peu évaluer vos connaissances sur le sujet. Donc, à votre avis, le sujet de notre webinaire, c'est du coup les nouveaux moyens de déplacement. Quel est le terme précis qui permet de désigner ces moyens de déplacement? Allez, on vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de la question et y répondre. Très bien, donc je vois que vous avez répondu. Alors, les résultats, je pense que vous les voyez à l'écran, sont assez mitigés au niveau des réponses. Il n'y a pas vraiment une réponse qui ressort
qui ressort. Du coup, on va voir de suite quelle était la bonne réponse. Voilà, ça marche, pardon, j'étais un peu vite. Donc, le terme qui va désigner le sujet du jour, ça va être le DPM, qui signifie donc engin de déplacement personnel motorisé. Donc, c'est un terme qui est assez large, qui permet de décrire un très grand nombre d'engins, anciens, actuels ou futurs. Il y a une liste des catégories plus précises qui est définie au niveau du code de la route, qui traite particulièrement de ces engins de déplacement personnel motorisés. Il faut savoir qu'il y a 4 points essentiels qui permettent de définir ces engins de personnel de déplacement motorisés. Donc, ces 4 points sont, alors, c'est forcément un véhicule sans place assise. Ça va être un engin équipé d'un moteur non thermique, qui a une vitesse qui va être limitée entre 6 km/h et 25 km/h maximale, et qui est conçu pour une seule personne. Et le porte-bagages est interdit. Donc voilà, c'est 4 points essentiels qui déterminent si l'engin fait partie des EDPM. Alors, un petit point d'historique quand même. On a vu dans la question du début qu'il y avait beaucoup de termes qui pouvaient exister. Il faut savoir que ces termes ont réellement existé à un moment donné. C'est juste l'évolution de la désignation et de la réglementation qui a fait évoluer le terme. Donc, ça a commencé en 2002 avec les NVEI, nouveaux véhicules électriques individuels. Ensuite, en 2013, on est passé au VLEP, véhicules légers électriques personnels, puis VLEU, véhicules légers électriques unipersonnels. Et enfin, on arrivait en 2019 vers EDPM, engin de déplacement personnel motorisé, qui regroupe un plus grand nombre d'engins et qui est le terme qui est utilisé aujourd'hui pour les désigner. Autre question, toujours sur l'historique, pour voir un petit peu vos connaissances encore sur le sujet. À votre avis, en quelle année a été créée la première trottinette motorisée ? Ok, donc là, pareil que tout à l'heure, des réponses quand même assez mitigées. Peut-être une petite préférence pour 1999. On va voir du coup de suite la réponse. Alors, la réponse, c'était 1916. La bonne réponse, c'était la date la plus ancienne. En effet, la première trottinette motorisée a déjà plus de 100 ans. Donc, à l'époque, évidemment, elle n'était pas électrique, c'était un moteur thermique. Mais en tout cas, voilà, c'était un autopède qui était utilisé là sur la photo par Florence Norman, qui était équipé d'un moteur à essence et d'un générateur d'éclairage. Donc, on voit que ce genre d'équipement ne date pas d'hier. Donc voilà pour cette définition et cette historique. Je vais laisser maintenant Chloé poursuivre sur la suite du webinaire. Oui, effectivement, merci Agnès. Donc, sur la deuxième partie, on va plus parler de leur place dans l'espace public et à tous ces engins, pour savoir un peu leur place au niveau du milieu urbain et interurbain. Donc, il y a eu une enquête qui a été réalisée par Spark Mobility Lab entre mars et septembre 2020, donc en partenariat avec la Fédération française des assurances, l'assurance de prévention et la Fédération des professionnels de micromobilité, qui a recueilli en fait une vision des utilisateurs des EDPM, mais aussi celle des autres usagers qui sont confrontés aux EDPM dans l'espace public. Donc tout cela avant et après le premier confinement. Donc, les résultats qu'on a pu obtenir par cette enquête, ça a été déjà la place des EDPM en urbain et périurbain. On peut voir qu'il y a 22% des Français qui utilisaient déjà un EDPM, dont 11% d'utilisateurs réguliers, et 42% qui utilisaient déjà un vélo, dont 24% d'utilisateurs réguliers. Donc ça, avant. Et après le premier confinement, il y a eu 72% des 18-34 ans qui avaient envie d'utiliser un EDPM, qui envisageaient. On n'a pas la suite, mais on voit qu'on va sur une augmentation d'utilisation de ces engins. Comment ça se répartit et quels sont les EDPM les plus utilisés ? Forcément, EDPM, on pense tout de suite à trottinette, même en abus de langage, on va dire trottinette électrique à 62%. Donc location et trottinette aussi personnelle, c'est mélangé. Monoroue électrique, donc 27%. Les skates électriques à 7% et encore un peu les gyropodes à 2%.
Donc tout ça, il faut savoir que pour qu'il soit bien utilisé dans l'espace public, ça dépendra de la sensibilisation de chacun des usagers aux normes et aux exigences de la sécurité. C'est ce qui manque encore un peu aujourd'hui, mais qui est en train de progresser. Et du coup, à la capacité des professionnels à responsabiliser les consommateurs, donc comme nous aujourd'hui, ou bien à la sécurité routière qui compte faire des actions coup de poing dans les différents centres-villes où il y a beaucoup d'utilisation de DPM. Donc, globalement, comment en ce moment est perçue l'utilisation des EDPM? Donc, il n'y a pas que des points négatifs comme certains peuvent le dire. Les EDPM, ils sont quand même globalement bien vus parce qu'ils apportent de l'autonomie, permettent de gagner du temps dans les déplacements et au final, même les personnes qui appréhendent un peu une fois qu'elles l'utilisent une première fois et qu'elles voient qu'elles ont quand même l'équilibre, etc., aiment bien et trouvent ça ludique et innovant. Et ils trouvent ça aussi économique. Par contre, effectivement, il y a un grand nombre de personnes qui les considèrent comme des engins de déplacement dangereux et parfois gênants pour les autres usagers, d'où la phrase que j'ai pu vous dire tout à l'heure, qui est très important de sensibiliser les usagers, mais aussi les autres usagers de la voie publique pour savoir quelle est réellement leur place et ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Donc, les EDPM ont été très prisés aussi pendant la crise sanitaire parce qu'ils sont vus par les utilisateurs comme un geste barrière. Effectivement, pendant un moment, même si ça revient un peu, les transports en commun ont été assez boudés dû au Covid. Donc, comment on peut prévenir de ce risque? Donc, on va voir quelques bonnes pratiques et le premier bilan d'accidentologie qui a pu être fait sur les EDPM. Par contre, ça va être toujours amené à progresser. Ça reste quand même des engins nouveaux dans l'ensemble. Et du coup, la réglementation est toute neuve. Déjà, il y en a eu une qui a été faite en 2020. Donc, ça doit être encore amélioré. Les facteurs de risque des EDPM, ils sont au nombre de 4. Donc, le facteur de risque dominant, ça va être le facteur humain. Donc, comme je disais, c'était vu surtout pendant toute la phase des trottinettes de location en 2019. Ça a été vu comme un engin innovant et ludique, donc plutôt aussi utilisé par des gens qui ont eu une conduite imprudente dans la circulation, parce qu'ils ont pris ça un peu comme un amusement, ce qui était pourtant sur une voie publique qui n'est pas une aire de jeu. Ensuite, souvent une vitesse inadaptée. Donc, c'est vrai que les constructeurs, au début, n'avaient pas la règle des 25 km/h. Donc, on se retrouve avec des engins qui allaient encore plus qu'à 25 km/h. Et même, normalement, on est censé adapter notre vitesse en fonction des situations. On n'est pas censé être tout le temps à 25 km/h. Donc, ça rejoint une inexpérience des EDPM, d'où le besoin de sensibiliser un maximum de personnes sur l'utilisation. Un manque de vigilance, sachant qu'il n'y a pas forcément de rétroviseur, ça c'est en option, et puis une absence d'accessoires de visibilité ou de protection, donc pas forcément de gilet ou pas forcément de phare qui fonctionne. Ensuite, un autre risque non négligeable qui est un peu qui n'est pas à cause de l'usager, hein, c'est les infrastructures. Donc là, c'est les villes qui ont eu du mal à suivre suite à la recrudescence de DPM, c'est que les infrastructures sont pas conçues encore assez en grand nombre pour utiliser autant de DPM, qu'on a un déficit de pistes cyclables. Donc là, on rejoint les mêmes problèmes cyclistes qu'on a beaucoup dans certaines grandes villes actuellement. Donc un manque de pistes cyclables, des revêtements qui ne sont pas forcément adaptés aux roues des EDPM. Donc, par exemple, ceux qui auraient déjà testé, vous verrez que sur certains passages piétons, quand vous n'avez pas un peu les espèces de sable gravillon dans la peinture, on a tendance à déraper très facilement, surtout quand il vient de pleuvoir, sur les bandes blanches d'un passage piéton ou sur certains revêtements de certains centres-villes, un peu type marbré, où ça glisse très facilement. Et enfin, une signalétique, en fait, les trottinettes, elles n'ont pas de signalétique. C'est une signalétique tout à fait déficiente. Pour l'instant, elle doit suivre une signalétique cycliste, donc qui pose aussi un peu problème. Les deux autres facteurs, on va avoir tout ce qui est un risque ponctuel, donc les intempéries ponctuelles, météo, donc un coup de vent, une averse ou autre. Donc, lorsque on a beaucoup de DPM qui sont en forte exposition aux aléas climatiques,
Cependant, ça reste quand même dissuasif, la pluie ou le vent à l'usage des EDPM. On en a quand même un peu moins les jours de mauvais temps. Mais cependant, ça reste un facteur de risque direct et une cause d'accident, certes ponctuelle, mais qui peuvent être quand même déjà avec des blessures type surtout entorse ou autre. Puis enfin, on a un autre risque beaucoup plus rare qui est l'incident technique, donc là qui va plutôt parler de tout ce qui est entretien de sa trottinette. Donc ça peut être trottinette stop machine, donc qui s'arrête d'un seul coup alors que vous étiez à 25 km/h, ça va vous faire un peu drôle, donc pareil, plutôt type entorse, ou une roue qui se décrocherait, on ne sait jamais, il y a quand même beaucoup de vibrations dès qu'on passe des trottoirs ou autres. Ou beaucoup plus rarement, mais qui peut arriver, il peut y avoir des problèmes au niveau du guidon, entre autres sur les trottinettes qui ont un guidon pliable. On va maintenant faire un point sur tout ce qui est accidentologie et sa gravité. Donc, il faut savoir que l'accidentologie, elle peut se diviser en 3 catégories de circonstances et les gravités raccrochées à ces catégories. Donc, on va détailler 3 catégories et accidents, donc la chaussée routière, les intersections et les voies cyclables. Niveau gravité, en fait, ça va être au niveau des voies cyclables, la gravité la plus forte au niveau des accidents. Ça va être surtout sur les pistes cyclables, donc plutôt même bandes cyclables, qui ne seront pas séparées de la route. C'est souvent la différence. Une piste cyclable, vous allez avoir de quoi séparer, donc ça va être soit à côté d'une bande piéton sur un trottoir assez large qui va être signalé, ou alors vous allez même avoir une haie, tout ce qu'on va appeler piste verte, voie verte, ou alors des plots pour ceux qui sont sur Marseille. On a déjà la corniche où là, c'est des plots en béton, par exemple. Voilà. Donc ça, on va parler plus de pistes cyclables, c'est un petit peu moins accidentogène. Par contre, tout ce qui est bandes cyclables, ça va être toutes les bandes qui vont être juste à côté d'une voie de circulation. Et là, vous risquez de vous faire vraiment raser par des voitures ou des 2 roues. Et c'est là où les accidents surviennent le plus. Et c'est surtout les accidents les plus graves en vélo ou en trottinette, justement. Donc, ils sont des accidents sérieux, voire irrémédiables, donc des incapacités permanentes. Donc, au niveau des accidents du travail, ça peut être quand même très important, puisque même si on est souvent sur l'accident trajet, parce que vos salariés vont venir de la maison au travail en trottinette, ça peut vous faire un arrêt et un changement de poste pour votre salarié parce qu'il va avoir une gravité irrémédiable, donc une fracture ou autre qui ne lui permettra plus d'exercer son poste. Donc les causes majeures, ça surtout ce qu'on retrouve, ça va être le non-respect de la réglementation routière, donc des pistes cyclables en sens inverse ou des survenues d'un événement inattendu, un piéton, un clignotant non mis ou même nous, usagers, qui faisons des écarts. Ces accidents, dans les enquêtes, ont plutôt lieu dans l'après-midi ou en fin de soirée, donc quand on a déjà notre fatigue de la journée de travail et qu'on est pressé de rentrer à la maison ou qu'on est en retard pour aller chercher les enfants ou dans des circonstances voilà, un peu de stress ou de fatigue. Ensuite, le deuxième facteur catégorie qu'on peut retrouver, c'est tout ce qui est intersection. Donc, ça va être tout ce qui va être les carrefours, les passages piétons. Donc, en gros, tous les lieux où il y a une discontinuité des voies de circulation et qui sont propices aux accidents impliquant des EDPM. Donc, ça implique des zones de ralentissement des flux de circulation. C'est pour ça qu'ils sont souvent des accidents un petit peu moins graves que les voies cyclables. C'est que la vitesse est moindre. Cependant, vous pouvez quand même facilement vous prendre un pare-choc, un phare, tout en traversant une route. Ça reste quand même des accidents de gravité importante, donc sérieux. Et pareil, c'est des accidents qui surviendront plutôt en fin de journée pour les mêmes causes dites précédemment. Enfin, on a une autre cause, donc là qui va rejoindre plus tout ce qui est un peu infrastructure par rapport aux facteurs d'accidentologie. On va avoir des accidents majoritairement plus bénins sur les chaussées routières. Donc des nids de poules, des branches, c'est pas même un trottoir passé un peu trop vite. Il faut savoir que les vélos passent bien les trottoirs, mais les monoroues et les trottinettes ou autres DPM même sont un peu moins amortis et on a quand même tendance plus à déraper quand on veut monter sur un trottoir.
Donc, les causes, c'est les défaillances de revêtement, les défaillances techniques ou matérielles, mais aussi, du coup, erreurs humaines, parce que, comme on disait tout à l'heure, il faut avoir une certaine sensibilisation et une certaine expérimentation d'utilisation des EBPM pour comprendre justement des fois comment prendre un trottoir, comment bien traverser, comment tenir sa trottinette, etc., etc. Donc aussi une erreur de nos parts. Les blessures les plus fréquentes, donc les avant-bras et la tête sont les plus touchés, et ensuite les jambes. Effectivement, on va avoir tendance à tomber un peu la tête la première, donc à se retenir sur les mains. Niveau blessure, du coup, quelles sont les typologies? Ça va être des fractures, la tête, donc des traumatismes crâniens, et après, plus des coupures en torse. Donc ça, c'est ce que je vous disais, plus quand des fois, c'est des défaillances ou qu'on a voulu retenir notre pied rapidement sur le bord de la chaussée pour éviter de tomber de sa trottinette. Les blessures, elles vont aller du simple petit choc, donc simple petit bobo, à des séquences irréversibles. C'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Et cela va de mise, hein, c'est aussi du comportement, hein, c'est comme en voiture. Ceux qui portent des protections sont ceux aussi également qui ont tendance à avoir une conduite qui réduit les risques. Donc des gens qui sont plus vigilants et plus prudents à l'usage de leur trottinette. Donc porter les protections, au moins chaussures fermées et vêtements couvrants et casques. La répartition de l'accidentologie, donc c'est la première qui a été faite en 2019, hein, pareil, par Mobility. Il y a eu en gros 630 accidents, dont côté utilisateur de DPM, il y aura eu 554 blessés en tant qu'utilisateurs, 554 utilisateurs, et 10 utilisateurs tués. Parmi ces utilisateurs, je reviens à ce que je vous ai dit, donc déjà il va y avoir tout ce qui est la visibilité, tous les accidents auront eu lieu entre 20h et 7h, donc important de se faire voir, donc gilet, phare, etc. Je vous dis etc. parce que ça sera dans une autre partie de ce PowerPoint. Et dans les 10, il y a eu 8 qui ne portaient pas de casque, donc souvent à cause de chocs sur la tête. Ensuite, on va tout ce qui va être accident, où la personne touchée va être le tiers, donc un autre usager de la voie publique, autre que l'utilisateur de DPM. Parmi ces tiers, donc ces autres usagers, on va avoir un piéton qui aura été tué dû à un accident avec un DPM, puis 122 blessés, donc autres usagers, différentes positions. Donc, on va avoir 72 piétons, donc contact piéton le DPM, 18 cyclistes, donc contact cycliste DPM, 25 usagers de 2 roues avec un EDPM, 6 automobilistes. Souvent, on va nous poser la question, pourquoi aussi des automobilistes? Une voiture, quand elle pile, elle peut déjà avoir des conséquences d'hématome ou autres au niveau de la ceinture, ou même si le choc est vraiment très brusque, même un airbag qui se gonfle. Donc, quelques bonnes pratiques. Donc, je le redis, je l'ai déjà dit, porter les protections adaptées, donc se couvrir entièrement, même des gants. Votre seule carrosserie, c'est votre corps en EDPM. Donc, c'est que vos vêtements et vos protections qui vous protégeront. Être visible, donc ça, c'est ce qu'on a vu, les accidents mortels des usagers 20h, 7h, la nuit. Donc, pensez aux gilets réfléchissants, aux vêtements clairs, aux feux clignotants et aux autres moyens lumineux, surtout donc la nuit et partant de pluie et de brouillard. Respectez les piétons, même s'il y a des traçages sur la route, le piéton restera toujours prioritaire. Garez correctement votre trottinette, évitez de gêner les autres usagers, donc piétons, poussettes, fauteuil roulant, vélo ou autres. Toujours être concentré sur la route et toujours regarder autour de soi. C'est pas parce qu'on est vulnérable en EDPM que c'est aux autres de faire attention à nous, c'est aussi à nous de faire attention à l'environnement qui nous entoure. Donc aussi attention aux infrastructures, à essayer d'éviter les nids de poules et les branches. Signalez lorsque vous dépassez, donc à minima laissez 1 mètre en ville, attention aux autres DPM qui sont silencieux, on est des engins électriques, et pensez à la sonnette. Écoutez son environnement, donc évitez d'avoir des écouteurs, entretenir régulièrement son véhicule, je passe assez vite, Agnès vous le redétaillera plus loin, respecter le code de la route, être seul sur son EDPM, c'est la définition d'un EDPM, et souscrire à une assurance.
Ok, je vais reprendre du coup pour la dernière partie de la présentation. Donc maintenant qu'on a vu ces bonnes pratiques et l'accidentologie, on va voir un petit peu l'état de la réglementation sur le sujet et voir quels sont les droits et les devoirs issus du Code de la route concernant la conduite de l'EDPM. Donc la réglementation, voilà, en espace de quelques années, la trottinette électrique envahit les trottoirs des grandes villes, tout le monde l'a vu, a provoqué beaucoup de dérives, Chloé en a parlé, incivilité, comportements dangereux, accidents, etc. Et jusqu'alors, du coup, la circulation de ce type d'engin motorisé n'avait fait l'objet d'aucune réglementation. Du coup, en 2019, ils ont créé un décret, donc en date du 23 octobre 2019, relatif à la réglementation qui va entourer ces engins de déplacement personnel. C'est ça que nous allons voir du coup maintenant. Alors, les règles générales issues de cette réglementation, c'est que tout conducteur de DPM doit adopter un comportement prudent, tant pour leur propre sécurité que pour celle des autres. Comme pour les vélos, il est interdit de conduire sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants, ça paraît logique. La conduite de l'EDPM est interdite à toute personne de moins de 12 ans. Ça, c'est un des critères de la réglementation. Pour pouvoir utiliser un EDPM sur la voie publique, il faut avoir 12 ans minimum. Interdit d'être plusieurs sur l'engin, ça on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment un des critères, c'est un véhicule personnel, unipersonnel, une seule personne dessus. Et il est interdit, de même qu'en vélo ou même qu'en voiture, de porter des écouteurs ou tout appareil susceptible d'émettre un son qui pourrait nous couper donc de notre environnement, ou d'utiliser le téléphone tenu en main, là, qui nous permettrait de ne pas pouvoir conduire en sécurité et même en plus d'être déconcentré sur notre conduite. Autre règle générale, il faut assurer son EDPM, c'est obligatoire, parce que c'est considéré comme un véhicule terrestre à moteur par le Code des assurances, y compris dans le cadre d'un service de location d'EDPM en libre service. Donc, c'est toujours au propriétaire de l'EDPM de faire en sorte d'assurer son EDPM. Il est interdit de circuler sur les trottoirs. Alors ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est une pratique qu'on voit beaucoup, la circulation sur les trottoirs, donc c'est interdit par la réglementation. On va voir juste après qu'il peut y avoir des dérogations, mais la règle générale, c'est que c'est interdit de circuler sur les trottoirs. Si vous voulez être sur le trottoir avec votre DPM, c'est que vous êtes à pied en fait et que vous tenez votre DPM à la main. En agglomération, il va être obligatoire de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu'il y en a. À défaut, on peut circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h maximum. Hors agglomération, la circulation est interdite des DPM, sauf s'il y a une voie verte ou une piste cyclable. Et enfin, dernière règle, du coup, comme pour les vélos, les EDPM peuvent être garés sur les trottoirs. Comme l'a dit Chloé tout à l'heure, il faudra faire attention à ne pas gêner la circulation des piétons et assurer leur sécurité. Donc, on fait attention comment on se gare pour ne pas gêner les autres. Alors, comme je vous disais, il y a quelques dérogations possibles sous certaines conditions. Dans certaines villes, le pouvoir de police pourra accorder des dérogations en autorisant, par exemple, la circulation des EDPM sur les trottoirs, mais uniquement si on respecte l'allure du pas. Donc, évidemment, on ne va pas rouler à 25 km/h sur un trottoir, on va rouler à l'allure d'une personne qui marche à pied, et surtout de ne pas occasionner de gêne pour les piétons. Il y a aussi une autre dérogation possible au niveau de la circulation sur les routes hors agglomération, où la vitesse maximale, du coup, va être inférieure ou égale à 80 km/h. Mais là, encore une fois, c'est sous les dérogations, donc il faut se renseigner dans la ville où on l'utilise si c'est possible ou non. Sinon, les règles générales, c'est pas de circulation sur les trottoirs et pas de circulation sur les routes limitées à plus de 50 km/h. Alors, un petit point sur les équipements obligatoires recommandés. Donc là, sur le schéma, vous voyez, sur le dessin, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipements obligatoires. Au niveau des équipements recommandés, il y a uniquement le casque. Alors, comme nous a présenté tout à l'heure l'accidentologie présentée par Chloé, le casque n'est pas obligatoire, il est recommandé, mais il est même indispensable, je dirais, parce que vu la gravité des accidents engendrés. Donc, le port du casque, fortement recommandé. Après, au niveau des équipements obligatoires, on va retrouver tout ce qui est vêtements réfléchissants la nuit. Alors, si vous le mettez le jour, c'est bien aussi, mais en tout cas, c'est obligatoire la nuit. Tout ce qui va être avertisseur sonore, comme l'a dit Chloé, en véhicule électrique, on est silencieux, donc il ne faut pas hésiter à utiliser la sonnette lorsqu'on approche d'une intersection ou qu'on voit que quelqu'un ne nous a pas vu, etc., pour se signaler. Le système de freinage qui va être obligatoire aussi. Alors, attention, sur ce type d'équipement, le système de freinage, ça va être un système sur les trottinettes qui doit être actionné à la main. Pas de système qui s'actionne au pied au niveau de la roue arrière. Ensuite, tout ce qui va être catadioptre, arrière et latéraux pour être vu dans la nuit. Et les feux de position, avant et arrière, qui vont être aussi obligatoires.
Donc, voilà pour les équipements obligatoires sur la trottinette. Ensuite, toujours sur le même schéma, sur la gauche, vous avez un petit rappel des éléments essentiels aussi de l'obligation. Une seule personne sur le véhicule, interdit au moins de 12 ans. Tout ce qui est casque et écouteurs qui sont interdits aussi, les trottoirs interdits et la vitesse maximale de 25 km/h. Voilà, et donc dans le texte, je regardais si je n'oubliais rien. Je répète encore une fois que le port du casque n'est pas obligatoire, mais très fortement recommandé. Les sanctions encourues si jamais vous ne respectez pas cette réglementation. Donc, elles vont être de différentes classes. Donc, dans le cas où on ne respecte pas les règles de circulation, ou si on transporte un passager avec nous, là, ça va être 35 € d'amende. Si on circule sur un trottoir ou si on a débridé notre véhicule, notre engin, là, c'est 135 € d'amende. Si on roule avec un engin dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h, donc en gros, c'est un engin qui ne serait pas homologué pour rouler en France, vu qu'en France, c'est limité à 25 km/h, là, on s'expose à un risque de 1 500 € d'amende. Ensuite, la nuit ou le jour, lorsque la visibilité donc, est insuffisante, si on ne porte pas le gilet rétro-réfléchissant ou tout autre équipement, là, c'est 35 € d'amende. Et enfin, si on pousse ou on tracte une charge ou alors qu'on se fait remorquer, c'est 35 € d'amende. Les derniers points sur la signalétique qui va s'appliquer pour les EDPM. Alors, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, il n'y a pas de signalisation spécifique aux EDPM. Celle qui s'applique aux EDPM, c'est celle qui va s'appliquer au vélo. Donc, on va balayer rapidement cette signalétique propre au vélo. Donc, le premier pictogramme, le rond rouge sur fond blanc. Donc là, c'est une zone qui est interdite à l'accès au vélo et aux EDPM. Ensuite, les deux carrés bleus avec le vélo. Donc là, ça va désigner une bande ou une piste cyclable conseillée et réservée au cycle, avec le panneau de début et le panneau de fin lorsque le carré est barré. De même, on a les ronds, cette fois bleus, avec les vélos. Donc là, c'est une piste ou une bande cyclable qui va être obligatoire pour les vélos ou les EDPM, du coup. Pareil, panneau de début et panneau de fin. Ensuite, autre panneau, cette fois, on a le bus sur fond bleu. Donc là, ça veut dire que c'est une voie réservée au bus, mais on voit que dessous, vous avez un petit carré avec le vélo en blanc. Ça veut dire que la circulation des cycles et des EDPM est autorisée dans la voie de bus à cet endroit-là. Ensuite, si on poursuit, on passe à la ligne d'en dessous, on retrouve les panneaux qui indiquent les voies vertes. Donc, voie verte, même principe, c'est une voie qui va être autorisée à la circulation des cycles et des EDPM, avec un panneau de début, un panneau de fin. Là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'une voie verte, c'est une voie partagée, aussi bien aux piétons, aux véhicules non motorisés, aux vélos, aux cavaliers, etc. Donc, il faudra faire attention parce qu'on ne sera certainement pas les seuls usagers de cette voie verte. Ensuite, autre panneau avec les flèches et sur fond bleu dans les carrés. Donc là, ça indique un double sens cyclable. Ça veut dire qu'on va partager une voie de circulation qui va être sûrement en sens unique pour les voitures, mais pour les vélos, elle est à double sens. Donc là, il faudra faire attention. Il peut y avoir des vélos qui arrivent dans les deux sens. Et il faudra aussi faire attention surtout aux voitures qui ne vont peut-être pas s'attendre à voir arriver un EDPM ou un vélo en sens inverse du sens de circulation. Donc, il faudra être d'autant plus vigilant. Ensuite, donc avant-dernier panneau, on passe cette fois aux feux de signalisation tricolore. Avec dessous, vous avez un panneau céder le passage avec le vélo soit tout droit, soit à droite. Ça veut dire que dans ce cas-là, en EDPM, vous avez la possibilité de pouvoir passer, même si le feu est rouge. Donc, soit pour aller tout droit, soit pour tourner à droite. Donc là, il faudra bien faire attention parce que les piétons restent prioritaires et les véhicules qui ont, eux, de leur côté, le feu vert sont prioritaires aussi. Donc, il faudra laisser la priorité à ces usagers-là et faire attention en circulant. Et enfin, le dernier panneau, la zone de rencontre. Donc là, c'est une zone de rencontre de plusieurs usagers où les piétons restent toujours prioritaires. Donc, il faudra bien respecter la priorité des piétons. Donc, voilà pour ces panneaux de signalisation applicables au cycle et du coup aux EDPM. Du coup, on a terminé. Je vais laisser du coup Cécile reprendre la parole pour clôturer le webinaire. Merci Agnès et Chloé pour votre présentation. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de vous être présenté,
N'hésitez pas. Donc, je vous rappelle, vous avez en bas de l'écran un petit bouton qui s'appelle Q&R qui vous permet d'ouvrir une fenêtre de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons. Donc, je vais laisser peut-être un petit peu de temps, voir si vous avez des questions. J'en profite le temps de vous laisser éventuellement poser des questions, de vous rappeler donc que si pour des documents de prévention de manière générale sur tous les risques professionnels, vous pouvez retrouver des ressources documentaires sur le site de présence-pacacorse.org dans la rubrique ressources. Et également, donc, vous aurez dans la rubrique agenda le replay, le support de ce webinaire qui seront disponibles d'ici quelques jours. Je vois qu'on a une question. Donc, est-ce que les vélos électriques sont considérés comme des EDPM? Alors, est-ce que Chloé ou Agnès, vous voulez répondre? Pour le moment, non. Même pour l'assurance, l'assurance est même pris encore dans certains cas dans les assurances habitation, alors que les assurances trottinettes sont vraiment trottinettes EDPM sont vraiment une assurance à part. Donc pour le moment non. Après ils ont quand même leurs règles aussi d'être limités à 25 km/h. Merci Chloé. Alors la question, est-ce que Présence est en contact avec les institutions pour aider à l'amélioration des infrastructures? Alors non. Présence, c'est une association qui regroupe les services de santé au travail au niveau national, donc tous les services de santé au travail. On a une entité en PACA-Corse, mais c'est uniquement un réseau pour mutualiser les compétences de vos services de santé au travail, mais on n'a pas de moyens de faire bouger les institutions pour améliorer les infrastructures. À la question, on rencontre parfois des draisiennes électriques avec un siège. Vous confirmez que ces engins n'ont rien à faire sur la voie publique? Oui. C'est en fait le problème de ces draisiennes, c'est que on ne sait pas dans quelle catégorie elles rentrent vu qu'elles ont un siège. Je suis actuellement en relation avec la sécurité routière sur cette problématique. Mais effectivement, pour l'instant, elles ne rentrent dans aucune catégorie. Alors, j'ai une question, je ne suis pas sûre de comprendre. Il y a marqué CF, vos chiffres sur les zones accidentées. Tu as déjà répondu, c'était parce que c'était par rapport aux infrastructures. D'accord, très bien. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachez également que, en tout cas, vous pouvez aussi contacter directement votre service de santé au travail. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des services de PACA et Corse donc sur notre site dans la rubrique Le Réseau. Et ils pourront vous apporter également des réponses. Alors, je vois qu'il y a une question. Je me demandais si vous remontiez vos chiffres aux institutions pour faire avancer la cause. Alors, les chiffres qui vous ont été présentés, ce ne sont pas nos chiffres. Chloé peut confirmer, ce sont des chiffres la source, c'est la sécurité routière ou Smart Mobility Lab, en l'occurrence, pour cette présentation. Donc, je ne peux pas répondre à leur place. Non, effectivement, les chiffres, c'est national, hein, c'est une enquête. Après, les infrastructures sont censées être au courant. Après, ça reste aussi politique et économique, où là, on n'a pas la main, malheureusement. Merci, Chloé. D'autres questions? Bon, apparemment pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire et pour vos questions.
merci pour le commentaire. Merci. Vous aurez à la fin du webinaire, en vous déconnectant, vous allez avoir une fenêtre pour une petite enquête de satisfaction qui prend 1 minute, hein, même peut-être moins, il y a 4-5 questions, juste pour évaluer votre satisfaction sur ce webinaire. Comme ça nous permettra d'améliorer les prochains. Donc, merci de prendre quelques instants pour y répondre. Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire au webinaire qui aura lieu demain à 14 h, je ne dis pas de bêtises, oui, hein, sur le risque routier professionnel, et qui seront animés par les mêmes intervenantes que ce jour. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci à tous et à très bientôt.